Il faut qu'on parle. Maxime Binet. Avec le déconfinement qui s'annonce, qui doit encore être aidé? Cette question est sur la table du gouvernement fédéral. Il faut dire que durant plus d'un an, une batterie de mesures a été prise pour soutenir les entreprises, les employés, les indépendants. Mais certains s'en sortent ou vont s'en sortir mieux d'ici ces prochaines semaines, prochains mois, s'en sortent mieux que d'autres. Dès lors se pose la question des aides limitées à certains secteurs en crise. Il faut qu'on parle ce matin avec David Claraval. Bonjour. Bonjour. David Claraval, vous êtes le ministre fédéral des indépendants, des classes moyennes et des PME. Avant toute chose, j'aimerais qu'on se projette à vendredi, date à laquelle il y a ce Codeco important. Est-ce que vous avez demandé des mesures supplémentaires pour la réouverture de l'Horeca, notamment concernant les heures d'ouverture ? Mais donc, principalement, vendredi, nous allons évoquer la question des voyages et des perspectives pour les vacances, évidemment. C'est le sujet principal, mais je souhaite en tout cas que l'on puisse aussi évoquer toute une série de questions en lien avec les secteurs, principalement l'Horeca, mais aussi le commerce, les forains, de telle sorte à ce qu'on puisse apporter des réponses pragmatiques à toute une série de questions. Lesquelles, par exemple, pour l'Horeca? Bien, vous avez par exemple les heures d'ouverture. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir avant 8 heures du matin. Ça n'a pas beaucoup de sens pour certains. Et vous les ramenez à 6 heures du matin? On pourrait en effet les ramener plus tôt pour permettre tout simplement à certains cafés de pouvoir donner les petits déjeuners comme ils le faisaient avant. On interdit toujours les buffets, par exemple. Donc, je trouve que pour tout ce qui est la restauration rapide, ça n'est pas possible d'interdire la prise de commande au bar. Donc vous voulez déconfiner plus rapidement certains secteurs comme l'Horeca. Concernant l'heure de fermeture, pour l'instant elle est de 22h, 23h. En tout cas, il y a un clivage entre les heures de fermeture, entre les terrasses et l'intérieur des restaurants. Oui, actuellement, c'est 22h à l'intérieur, 23h30 en terrasse. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on puisse discuter de voir si ce ne serait pas judicieux d'homogénéiser cela en ayant une seule heure, parce que ça va créer de la confusion. Donc, ce sont ce genre de questions que je voudrais pouvoir aborder en Codeco vendredi, et on va déjà en parler aujourd'hui en Kern. D'accord. Et donc, en fait, ce ne sont pas vraiment des décisions nouvelles, c'est plutôt un peu de pragmatisme, un peu de bon sens dans la mise en œuvre des protocoles. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, sur la ventilation, on impose à la fois un détecteur de CO2 et des machines, mais on sait très bien que certaines machines produisent du CO2, mais elles tuent le virus. Donc, est-ce que c'est judicieux d'imposer l'un et l'autre? Il faudrait plutôt imposer l'un ou l'autre. Et vous êtes suivi parmi vos collègues du gouvernement fédéral, Alexandre De Croo, concernant ces heures de fermeture pour l'Horeca, par exemple? Mais on va en parler aujourd'hui, donc on va voir s'ils sont ouverts sur la question. Je pense que certains des points sont quand même du bon sens et seront acceptés. Parce que certains experts, comme Erika Vliege, président du Games, et d'autres, ne veulent pas aller plus loin dans le déconfinement. Mais ici, on ne va pas plus loin dans le déconfinement. On met juste des conditions qui permettent une certaine rentabilité pour les acteurs du secteur. Ouvrir les restaurants, mais ne pas avoir une question de rentabilité, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut qu'on se pose cette question. Et donc, par exemple, on devra aussi voir dans le planning de déconfinement, parce qu'on parle du 9 juin, mais il y aura aussi le début juillet, et puis au mois d'août, est-ce qu'on ne devrait pas aussi réintroduire les plexiglas, par exemple, pour permettre une meilleure rentabilité des restaurants? Donc voilà, toutes ces questions-là, je pense qu'il faut qu'on les aborde aujourd'hui et vendredi, sereinement, et que l'on puisse y faire un sort rapidement. Brièvement, David Claraval, il y a aussi les soldes qui vont bientôt débuter. Il y a toujours cette règle des 2 personnes qui peuvent faire les soldes ensemble. Est-ce qu'elle n'est pas dépassée, cette règle? Mais il y a des règles en effet qui sont dépassées, et donc je pense qu'avant les soldes, il faut que l'on puisse dans le commerce aussi supprimer toutes ces règles un peu inutiles, en tout cas au regard de l'évolution de la pandémie aujourd'hui. Et donc par exemple, on pourrait remplacer cette règle par une personne par 4 mètres carrés, donc pouvoir densifier quand même plus. Et puis avoir cette limitation de 2 alors? Voilà, la limitation de 2 ou la limitation de 1 par 10 mètres carrés, c'est beaucoup trop strict aujourd'hui. Et donc on pourrait en effet, en tout cas c'est une demande de commerce que je vais relayer, je pense qu'il faudrait que l'on puisse supprimer toutes ces barrières, parce que reconnaissons que maintenant, avec l'épidémie qui évolue bien, la vaccination qui évolue rapidement, on est en mesure de pouvoir améliorer tout cela. On passe à la question des auditeurs. La question de l'auditeur. David Claraval, en vous annonçant sur les réseaux sociaux comme étant notre invité ce matin, on a eu pas mal de réactions, de questions ici, notamment celle d'Isabelle, je vous la lis. Alors, parlons des mesures de soutien. Isabelle veut qu'on parle des mesures de soutien. Le budget de ces mesures de soutien qui ont été prolongées jusqu'au 30 septembre prochain. On parle notamment du chômage temporaire et du double droit passerelle. Le budget est environ de 24 milliards d'euros. Mais jusqu'à quand on pourra aider les secteurs comme l'Horeca, comme certains commerces
commerces, comme aussi les secteurs qui sont toujours fermés, l'événementiel, le monde de la nuit. Est-ce qu'il ne faut pas choisir les aides de ces secteurs? On ne pourra pas financer longtemps encore un tel dispositif. En tout cas, il a été décidé de prolonger les aides de soutien jusqu'au 30 septembre. D'accord. Mais après Alors après, c'est clair qu'il faudra un phasing out des aides qui va sans doute s'échelonner jusqu'à la fin de l'année, peut-être au-delà. Et en effet, certains secteurs, par exemple l'événementiel, vous venez de le citer, ne pourra reprendre réellement ses activités que quand les spectacles et les autres activités reprendront. Et d'ici là, ils vont avoir toujours des gros problèmes de trésorerie. Et donc, il faut poursuivre les aides jusqu'à ce qu'ils retrouvent une activité normale. Alors, vous citez la question du budget. J'ai été ministre du budget et donc pendant un an, et donc je peux vous dire que les contacts que nous avons tant avec la Banque nationale qu'avec l'Europe ne nous incitent pas à abandonner l'effort maintenant. Oui, mais le déficit budgétaire de la Belgique est important, hein ? Oui, mais les secteurs qui doivent encore être soutenus sont en train de diminuer. Et donc, ce serait dommage, à quelques encablures de la fin, de couper les aides trop rapidement pour quelques économies qui coûteraient finalement plus cher. Parce que si ces entreprises font faillite, on va avoir des chômeurs plus nombreux, on va avoir de l'activité en moins. Le chômage pourrait devenir permanent. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux poursuivre ces soutiens que de les stopper trop vite. Et moi, je suis en tout cas partisan que l'on puisse les prolonger autant que faire se peut. En quelques mots, quelles sont vos limites par rapport à ces aides, à la fin de ces aides pour certains secteurs ? Mais moi, je n'ai pas de limite, pour être clair. Je pense que c'est tout simplement un phasing out qui permet d'une transition vers un retour à la normale le plus tranquille possible et qui ne mette pas en péril ces secteurs qui ont été terriblement impactés. L'événementiel, par exemple, où c'est plus d'un an de fermeture. On passe au carton d'invité. Le carton du jour. David Klein-Raval, c'est l'originalité aussi de cette interview. Vous avez droit à 2 cartons, une bonne et une mauvaise note. On commence directement avec votre carton rouge ce matin. À qui vous l'adressez ? Écoutez, ce n'est pas un sujet que je traite habituellement, mais je trouve que les déclarations de Raja Marwan récemment et coprésident d'Écolo sur la question du voile sont quand même ne sont pas judicieuses, et on voit clairement qu'elles sont quelque part, elles jouent avec le feu, et donc moi je trouve elles jouent avec le feu. Oui, bien sûr, elles abordent des sujets très difficiles, très sensibles, que ce soit la question israélo-palestinienne, que ce soit la question du voile, de l'avortement, avec une nonchalance et parfois... Une nonchalance. Oui, je trouve qu'elle aborde ces questions-là sans la nuance nécessaire, et on voit très bien les réactions que cela engendre, donc je trouve qu'elle mérite un carton rouge. C'est un carton rouge, mais vraiment très rouge, de la part de David Klein-Raval à la coprésidente d'Écolo à Bruxelles, Raja Marwan. Votre carton vert, une bonne note tout de même. Mais disons, moi, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas de mon parti. Je vais soutenir Georges d'Allemagne, parce que lui, justement, il a osé, CDH, il a osé sur ce sujet prendre une position qui est quand même courageuse et qui mérite d'être soutenue. Merci David Klein-Raval. On retiendra déjà de cette interview que vous demandez que certains secteurs importants et qui sont toujours paralysés par la crise soient toujours soutenus, et vous demandez aussi qu'on aille un peu plus loin dans la réouverture de l'Horeca et des commerces, notamment avec les soldes qui se profilent. Merci aux auditeurs de DH Radio de nous écouter ce matin. Il faut qu'on parle. Maxime Binet. Mais cette interview n'est pas encore terminée. Nous sommes toujours avec le ministre des classes moyennes, des indépendants et des PME au niveau fédéral, David Klein-Raval. Alors, sachez que vous pouvez poser vos questions. On va les relayer. Nous sommes toujours diffusés, bien sûr, sur nos sites d'information et sur nos réseaux sociaux. David Klein-Raval, j'aimerais qu'on revienne par rapport à ce Codeco et avec cette volonté de rouvrir l'intérieur pour l'Horeca. Il est question aussi du matériel de ventilation et des purificateurs. Est-ce que finalement, un protocole sanitaire a été adopté ? Quels sont les systèmes de ventilation qui sont OK pour les autorités ? Donc, mon conseil à l'égard des entrepreneurs, c'est de ne pas se précipiter dans l'acquisition d'épurateurs d'air. D'accord. Qu'ils attendent vraiment encore quelques jours ou quelques semaines, qu'il y ait vraiment la clarté totale sur les machines qui vont être homologuées. Le ministre Van den Broek a rédigé un arrêté ministériel avec des possibles dérogations octroyées à certains systèmes. Et donc, tant que ces dérogations ne sont pas octroyées, on n'a pas la panoplie totale des machines qui permettent d'épurer l'air. Donc, attendez un
un petit peu que la clarté soit faite sur ce dossier. En attendant, équipez-vous, comme les coiffeurs, d'un détecteur de CO2. Ça suffit alors, pour l'instant. Dans un premier temps, ça suffit, parce qu'on approche de l'été. Les machines épuratrices d'air seraient plutôt à acquérir dans la perspective de l'automne. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Dans un premier temps, un détecteur de CO2 pour ventiler quand les normes sont atteintes. Et ensuite, dans le courant de cet été, quand on a fait la clarté totale sur les machines, alors on acquiert un épurateur qui pourra être utilisé si malheureusement une 4e vague venait à l'horizon, à l'automne. Alors, vous savez que nous allons appliquer la théorie donc, de Marius Gilbert qui vise à déterminer des endroits Covid safe. Au cas où il y aurait une 4e vague, ce que je ne souhaite évidemment pas. Et à ce moment-là, à l'automne, ceux qui seront équipés d'une machine, si jamais une 4e vague arrivait, seraient Covid safe, pourraient ouvrir, alors que les autres auraient plus de difficultés. Mais ça coûte cher, ces machines de ventilation. Est-ce qu'on devra aussi les financer? Les autorités devront aussi les aider financièrement, les secteurs? C'est pour ça que je les incite à patienter, parce qu'en effet, soit les régions offriront une prime pour acquérir ces machines, soit l'État fédéral octroiera une déduction fiscale. Mon cœur va plutôt pour l'octroi d'une prime régionale, pas parce que c'est la région, mais parce qu'en fait, le secteur est tellement en difficulté que beaucoup d'entreprises ne dégageront pas de bénéfices, tout simplement, cette année. Et s'ils n'ont pas de bénéfices, les déductions fiscales ne sont pas très intéressantes. Par contre, une prime, c'est toujours positif. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, patientez encore un peu avant qu'on ait répondu pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions et que vous soyez dans une totale certitude quand vous faites votre investissement. Justement, David Claraval, parlons de la relance. On sait que côté francophone surtout, nous sommes une terre de petites entreprises, de moyennes entreprises, et il faut évidemment de la liquidité pour que ces entreprises continuent à embaucher, continuent à investir. On a parlé hier, entre les différents vice-premiers du gouvernement fédéral d'Alexander De Croo, de la relance, du plan de relance. Je rappelle, c'est environ 6 milliards, un peu moins de 6 milliards avec des subsides européens. Et puis, il y a une volonté de lever 7 milliards pour augmenter les investissements publics. Il y a une volonté d'arriver à 3,5% d'ici la fin de la législature dans les investissements publics. Mais qu'en est-il aussi des mesures de soutien aux indépendants, aux PME, aux moyennes entreprises? Est-ce que finalement, le plan de relance ne loupe pas cet aspect-là des choses? Non, donc le plan, vous l'avez fort bien dit, les 6 milliards, il y a 1,3 milliard qui concerne le fédéral, les autres montants concernent les régions. Et donc il y a eu un plan coordonné qui a été remis aux autorités européennes et qui prévoit en effet d'investir massivement dans toute une série de secteurs, principalement digitalisation, les investissements verts, mobilité, etc. C'est clair qu'on peut encore réfléchir, et c'est à cela que le gouvernement s'attelle maintenant, à peut-être un plan de relance, ou en tout cas un plan de transformation, ou en tout cas un plan de croissance qui soit plus ciblé sur les entreprises et sur les différents domaines qui sont directement liés au niveau fédéral. Et donc, moi, en tout cas, personnellement, je vais déposer en effet des fiches à cet égard pour que l'on ait des mesures qui touchent directement les entreprises et pas seulement des investissements dans, par exemple, l'immobilier ou les voies du chemin de fer qui sont positifs et bien très sûr, intéressants. Encore, mais qui avoir la main-d'œuvre aussi. Oui, mais qui vont prendre un certain temps avant de se matérialiser. Je crois qu'il faut aussi avoir un plan de relance qui soit immédiatement exécutable et que l'on puisse avoir un effet direct pour la croissance. C'est un plan de croissance qu'il nous faut à court terme. D'accord, c'est important ce que vous nous dites ce matin. En même temps, on voit que certains partis autour de la table remettent en cause les mesures prises lors d'un précédent gouvernement, celui de Charles Michel. Je pense par exemple à cette mesure zéro cotisation pour le premier emploi dans les entreprises. Ça marche surtout côté flamand, ça marche bien côté wallon et aussi à Bruxelles. Finalement, l'ambiance, quelle est-elle par rapport à cette mesure zéro cotisation? On voit que certains partis voudraient revenir en arrière, peut-être la supprimer, la modifier. Je rappelle que la Cour des comptes, tout de même, a dit que cette mesure coûtait fort cher. Oui, donc la mesure zéro coti, c'est vraiment... Parce qu'on en parle pour l'instant, en lien avec le plan de relance aussi. Oui, tout à fait. Et donc cette mesure est très importante parce qu'elle permet aux indépendants qui sont seuls et qui n'osent pas franchir le pas de la création de leur premier emploi, donc du premier engagement, ça leur permet de franchir ce pas. C'est souvent une barrière psychologique qui fait que l'indépendant hésite en se disant mais est-ce que j'aurai assez de travail pour ce premier ouvrier? Est-ce que j'aurai assez d'activités à long terme pour ces premières vendeuses? Et donc cette mesure zéro coti aide l'indépendant à franchir le pas. Et une fois qu'il a engagé son premier travailleur, eh
bien, souvent, on constate qu'il en engage un deuxième, un troisième, parce qu'il a osé faire cette démarche. Et donc, cette aide financière très importante permet à l'indépendant de franchir le pas. Et on parle d'un budget de combien pour l'État, par exemple? Ici, en tout cas, on sait que ça concerne 50 000 personnes. Et alors, la Cour des comptes estime que cela coûte 580 millions, mais c'est cumulatif. Donc, je crois que le calcul ne tient pas compte des effets retours et du nombre d'emplois qui ont été créés. Donc, il faut vraiment une étude objective qui permette de faire la part des choses. Mais en tout cas, moi, je rappelle que l'accord du gouvernement dit que ce système sera pérennisé. Et donc, il est hors de question pour nous d'abandonner ce système, que ce soit très clair. Par contre, c'est vrai, on a constaté à certains moments des abus, ou en tout cas une forme d'ingénierie fiscale qui doit aussi être constatée et supprimée. Donc, vous demandez une étude, pas touche à cette mesure importante qui a été appliquée, créée sous le gouvernement de Charles Michel en 2016. Donc, cette mesure zéro cotisation. En même temps, il faut trouver de l'argent. Il y a un déficit budgétaire important, une augmentation de 6% du PIB, du produit intérieur brut par rapport à l'année passée concernant le déficit budgétaire. Il faut faire des économies. Où va-t-on faire ces économies alors ? Mais écoutez, dans le cadre de l'objectif du gouvernement, c'est vraiment atteindre 80% de taux d'emploi à la fin du gouvernement. Oui, pour rappeler, et donc c'est certainement pas en supprimant les aides à l'emploi que l'on va atteindre ces objectifs, que ce soit clair. Et deuxièmement, bien souvent, les aides qui sont mises à la création d'emplois rapportent plus qu'elles ne coûtent, puisqu'en fait, il y a des effets retours importants. Et ici, en l'occurrence, non seulement on crée de l'emploi, mais en plus on pérennise des entreprises et on donne un coup de boost à l'économie. Donc, les partenaires sociaux doivent faire cette étude objective pour pouvoir évaluer la mesure et éventuellement détecter certains mécanismes d'abus qu'il faudrait supprimer. Mais, je me répète, mais en tout cas, pour nous, l'accord du gouvernement est clair, on ne supprimera pas cette mesure qui est très importante pour les économies et les indépendants. En même temps, il y a un impact, la marge salariale de 0,4% qui balise quelque part l'accord interprofessionnel. On sait que c'est le gouvernement fédéral qui a repris la main. Finalement, cette marge salariale, cette augmentation maximale des salaires durant 2 ans de 0,4%, elle se fait par entreprise ou par secteur? Selon vous, Écoutez, c'est toujours en discussion, puisque vous savez que les partenaires sociaux ne se sont pas mis le gouvernement d'accord. doit aboutir sous peu. En tout cas, nous, dans l'accord que nous avons et dans les lettres que nous avons envoyées aux partenaires sociaux, c'était clairement par entreprise. Mais certains secteurs peuvent aussi décider de le faire au niveau sectoriel. Donc, mais ça doit se négocier au niveau de l'entreprise. En tout cas, concernant les lignes rouges que vous nous dites ce matin, il y en a une autre, c'est les pensions complémentaires. Alors, les pensions coûtent cher, évidemment, à l'État fédéral, à la sécurité sociale. Peut-on faire des économies concernant les pensions? On rappelle que la ministre des Pensions, Karine Lallieu, doit déposer quelque part sa réforme des pensions pour septembre prochain. Et là, elle attaque une pension complémentaire, alors que cette pension complémentaire a été pourtant inscrite dans l'accord de gouvernement? Oui, et puis alors, moi je pense franchement qu'il ne faut pas opposer la pension légale avec la pension complémentaire. Oui. Et certainement pas semer le doute et voire la panique dans les personnes, que ce soit salariés ou indépendants, qui ont cotisé pour une pension complémentaire. En fait, il faut avoir une vision globale. Et les pensions complémentaires, que ce soit dans le chef des indépendants ou des salariés, c'est une pension, on incite fiscalement à cotiser pour une pension qui permettra à cet indépendant ou à ce salarié, au terme de sa carrière, d'obtenir un taux de remplacement. D'accord, mais l'État peut récupérer de l'argent. Oui, mais le taux de remplacement, c'est simplement permettre à un pensionné d'avoir un niveau de vie qui soit le plus proche possible de celui qu'il avait quand il travaillait. Et donc, considérer que les avantages fiscaux sont des subsides, c'est vraiment méconnaître le sujet, puisqu'en fait, si vous n'avez pas cet avantage fiscal, vous n'allez tout simplement pas orienter votre épargne vers un plan d'épargne. Vous allez peut-être acheter de l'immobilier ou en tout cas garder votre argent sur votre compte. Mais ça ne va pas être taxé comme le prévoit cette étude. Donc, en fait, ils n'ont pas évalué le changement de comportement que les indépendants et les salariés auraient s'il y avait une suppression d'avantages fiscaux. Au contraire, ils ont considéré qu'on allait taxer ça comme du salaire, ce qui est totalement faux. David Clarinval, en même temps, il faut trouver des économies, des choix devront être faits, il faut lutter contre le déficit budgétaire. Finalement, où on peut trouver de l'argent? Peut-être sur les comptes d'épargne des Belges. On a vu qu'il y avait une augmentation de l'argent sur les comptes d'épargne des Belges. Est-ce qu'on peut arriver à susciter que les Belges investissent dans le pays, investissent leur
leur argent qui est présent sur leur compte épargne et qui est important et qui ne rapporte pas grand-chose aussi, hein. Mais c'est certainement pas en semant la panique sur l'épargne sur le deuxième pilier de pension que l'on va rapporter de l'argent à l'État. Donc dans l'accord du gouvernement, c'est bien marqué on va généraliser le deuxième pilier de pension à l'ensemble des travailleurs. Donc moi je veux rendre confiance à tous les auditeurs. Le gouvernement travaillera pour généraliser le deuxième pilier de pension, certainement pas pour le supprimer. Et on sous-estime, c'est cette étude également, sous-estime vraiment l'impact économique que les fonds de pension peuvent avoir au sein d'une économie. Donc l'argent qui est épargné, qui est mis dans des fonds de pension capitalistes, sont ensuite investis dans l'économie. Ils ne dorment pas sur les comptes d'épargne de ces sociétés d'assurance. Et donc, ils permettent de financer toute une série d'activités dans l'économie. Et donc, il faut avoir une vision globale, ne pas opposer la pension légale avec la pension complémentaire et rappeler que l'accord du gouvernement prévoit une généralisation de cette dernière. Bon, on est vraiment dans un clivage gauche-droite avec une coalition importante de cette partie. Quelle est l'ambiance en fait au sein du gouvernement fédéral? Ça sera ma dernière question, David Claraval. Écoutez, l'ambiance est tout à fait correcte. C'est clair que nous avons vécu une année très difficile avec cette crise du Covid qui nous a épuisés et qui a évidemment épuisé la totalité des Belges, tant la difficulté de cette crise était grande. Aujourd'hui, nous aspirons tous à retrouver une vie normale la plus vite possible, en sachant qu'il y a encore des secteurs qui sont en souffrance. Et donc, il faut pouvoir aider encore les secteurs qui sont fermés, retrouver une vie normale, repartir vers la mise en œuvre de l'accord du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement, les 7 parties, respectent ce qui est dans l'accord et pas commencer à avoir des visions un peu trop individualiste de l'accord. Et donc, si on s'en tient à l'accord et qu'on avance tous ensemble, je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'accord, voilà, vous passez un message ce matin concernant les autres parties de la Vivaldi. On retiendra notamment de votre interview, cette deuxième partie, que vous mettez 2 balises à ne pas franchir, la pension complémentaire, mais également cette mesure 0 cotisation. Merci beaucoup, David Claraval, d'avoir répondu vraiment à toutes nos questions. Merci de nous avoir suivis sur Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Maxime Binet.